Le jour de mes 18 ans, j'ai découvert que mes parents avaient vidé ma fiducie pour financer les mariages de mes sœurs. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'être leur proie facile pour devenir la personne qui a démantelé, légalement et méticuleusement, tout ce qu'ils avaient bâti. Je m'appelle Mathieu, j'ai 18 ans et je suis le benjamin de 3 enfants. Mes sœurs aînées sont Marianne, 26 ans, et Camille, 24 ans. Elles se sont toujours comportées comme des célébrités dans une émission de télé-réalité permanente. Elles vivent pour les sacs de créateurs, les brunchs coûteux et les photos prises sur le vif pour les réseaux sociaux. Toutes deux travaillent à temps partiel dans des boutiques, mais mènent un style de vie financé par quiconque se prête à leur jeu. Généralement, mes parents. Mes parents, Henri et Pauline, ont toujours voulu paraître appartenir à un statut économique qu'ils n'avaient pas. Il est directeur régional des ventes dans une entreprise de fourniture médicale, gagnant environ 110 000 € par an. Elle travaille à mi-temps dans une agence immobilière, pour peut-être 37 000 € de plus. Nous vivons dans une banlieue pavillonnaire chic de la région parisienne où tout le monde affiche une stabilité financière tout en s'endettant jusqu'au cou pour donner cette impression. Voitures de luxe en leasing, crédits immobiliers gigantesques et cartes de crédit presque au maximum. Cet environnement a façonné notre dynamique familiale. Mes sœurs étaient les princesses qui recevaient tout, et j'étais le garçon à qui l'on disait d'apprendre à résoudre ses propres problèmes. Chaque réussite de Marianne était traitée comme un événement national. Sa remise du baccalauréat a donné lieu à une fête qui surpasserait le mariage de bien des gens, et quand elle a terminé ses études supérieures, ils ont organisé quelque chose d'encore plus grand. Même lorsqu'elle a obtenu sa carte d'agent immobilier, après plusieurs échecs, il y a eu des célébrations comme si elle avait réussi un concours prestigieux. Camille, de son côté, avait un talent particulier pour utiliser les émotions à son avantage. Elle pleurait quand ça l'arrangeait. Elle jouait la victime quand quelque chose ne se passait pas comme prévu et savait manipuler la culpabilité avec une précision chirurgicale. J'ai vite appris que la meilleure façon de survivre était de rester loin des projecteurs. J'étais bon élève sans faire de bruit. J'ai travaillé dès l'âge de 15 ans, faisant des petits boulots, puis débarrassant des tables dans un restaurant et plus tard dans un magasin de pièces automobiles où j'ai vraiment acquis des compétences utiles. Je mettais de côté chaque euro, car je voyais mes sœurs dépenser sans compter. À 17 ans, j'avais économisé près de 11 000 € grâce à 3 ans de travail constant. Je prévoyais d'utiliser cet argent pour couvrir une partie de mes études, peut-être dans un programme technique, si je choisissais cette voie. Mes notes étaient bonnes, pas pour être major de promotion, mais assez solides pour obtenir des bourses dans des universités publiques. Depuis petit, je savais qu'il existait une fiducie à mon nom, créée par mon grand-père paternel, Honoré, un ingénieur en mécanique qui a travaillé des décennies pour Airbus. Quand il est décédé, j'avais 7 ans, et il a laissé des fonds égaux pour ses 3 petits-enfants, gérés par mes parents, jusqu'à ce que chacun atteigne 18 ans. Je n'ai jamais su le montant exact, mais j'ai entendu des conversations indiquant que c'était une somme considérable, suffisante pour une carrière universitaire complète et peut-être un peu plus. J'avais fait mes calculs. Près de 2 décennies de croissance financière devaient avoir laissé une somme importante. Mon plan était clair, obtenir mon diplôme, travailler 1 an, étudier le génie mécanique pour suivre les traces de mon grand-père, et compléter avec une formation technique comme en CVC ou en électricité pour avoir un revenu stable pendant mes études. J'avais même des feuilles de calcul avec les coûts, les bourses, les stages et les options d'université avec de bons programmes. Tout ce plan reposait sur l'existence de la fiducie, et chaque fois que je posais des questions à ce sujet, mes parents me disaient de ne pas m'inquiéter, qu'il y avait largement assez. Je leur ai fait trop confiance. Mon 18e anniversaire est tombé un samedi de juin, 2 semaines après ma remise du bac. Je ne voulais pas de fête. Après tant d'événements extravagants organisés pour mes sœurs, je préférais quelque chose de calme. J'imaginais juste que nous dînerions à la maison et qu'ensuite, j'aurais enfin les détails de la fiducie pour commencer à tracer le début de ma vie d'adulte. Mais cette nuit-là, ce n'est pas la liberté qui est arrivée, mais la vérité. Après le dîner, des lasagnes maison qu'ils ne préparaient normalement que lorsqu'ils voulaient adoucir un coup dur, j'ai sorti mon ordinateur portable et je leur ai dit que je voulais examiner les options universitaires et établir un budget basé sur le montant de la fiducie. Le silence qui a suivi était si dense que j'ai senti quelque chose se briser en moi. Mon père a pris une profonde inspiration. Ma mère a évité mon regard, se concentrant sur son verre d'eau comme s'il était soudainement devenu fascinant. À ce sujet, a dit mon père en choisissant chaque mot, nous devons parler de tes attentes concernant la fiducie de ton grand-père.
des attentes. Pas des plans. Bien, ai-je répondu. Qu'est-ce qui se passe avec la fiducie? Ma mère est intervenue d'un ton qui se voulait joyeux, mais qui sonnait complètement faux. Chérie, tu sais que tes sœurs se sont mariées récemment. Les mariages étaient magnifiques. Celui de Marianne dans ce domaine viticole incroyable, et celui de Camille au golf. Ces moments ont été très importants pour la famille. Je ne comprenais pas pourquoi elle mentionnait cela. Quel est le rapport avec ma fiducie, ai-je demandé. Mon père, sans me regarder directement, a continué. Les mariages ont été coûteux, très coûteux, et en tant que parents, nous voulions leur donner le meilleur départ possible dans leur mariage. C'est à ça que sert la famille, à se soutenir dans les moments importants. J'ai senti mes mains s'engourdir. Combien, ai-je demandé. Ma mère a répondu avec un naturel effrayant. Le mariage de Marianne a coûté environ 78 000 €. Celui de Camille 72 000, a ajouté mon père, et nous les avons aussi aidés avec les apports pour leurs appartements. Ça a fait 37 000 € de plus pour les deux. Quand mes parents ont fini de parler, j'ai fait le calcul en quelques secondes. Le chiffre était impossible à ignorer, environ 187 000 € destinés au mariage et aux premiers appartements de mes sœurs. Et vous avez payé tout ça? Avec quoi, ai-je demandé, bien qu'au fond de moi, je connaissais déjà la réponse. Mon père, utilisant ce ton corporate qu'il sortait toujours pour déguiser les mauvaises nouvelles, a répondu, nous avons dû prendre des décisions financières compliquées. Les fiducies étaient des ressources disponibles et nous avons estimé que le mieux était de soutenir tes sœurs à des moments clés de leur vie. Comme si cela pouvait être un soulagement, ma mère a ajouté rapidement, nous avons utilisé des parts des 3 fiducies. C'était équitable. Tout le monde a contribué à ces événements familiaux importants. Équitable. Comme si le fait d'avoir volé les 3 enfants rendait la situation un tant soit peu juste. Combien reste-t-il? Ma propre voix me semblait étouffée, étrange, comme si elle venait de loin. Mon père a pris un dossier, car oui, il avait préparé des documents pour cette conversation. Il m'a tendu un relevé de compte actualisé de la fiducie. 7 800 €. D'un montant qui, selon les conversations que j'avais entendues tout au long de ma vie, devait avoisiner les 130 000 €, il restait moins de 8 000. Ils avaient consommé une grande partie de mon héritage pour financer les mariages dignes d'Instagram de mes sœurs et leur premier logement. Nous savons que ce n'est pas ce à quoi tu t'attendais, a dit ma mère en tentant de paraître compréhensive, mais dans une famille, on fait des sacrifices. Tes sœurs avaient besoin de soutien à des moments importants. Quand tu te marieras, elles te rendront sûrement l'appareil. Comme si un mariage était comparable au financement d'une éducation universitaire qui allait définir tout mon avenir professionnel. Le savait-elle, ai-je alors demandé. Marianne et Camille savaient-elles qu'elles utilisaient ma fiducie pour leur mariage? Le silence a tout dit. Elles savaient que c'était de l'argent familial, a répondu mon père avec prudence. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. J'ai demandé si elles savaient que vous aviez pris spécifiquement ma fiducie, celle qu'Honoré avait créée pour mon éducation. Le visage de ma mère a fait cette grimace étrange, entre pitié et culpabilité. Il se peut qu'elles aient été au courant que nous réallouions certaines ressources. Elles le savaient. Mes sœurs savaient qu'elles finançaient des centres de table, des arrangements floraux et des forfaits photos de luxe avec mon avenir, et ça ne leur a posé aucun problème. J'ai fermé mon ordinateur portable avec soin. Je me suis levé, je suis allé dans ma chambre et j'ai fermé la porte. Je ne pensais pas à la vengeance, mais à un plan, froid et méthodique. Un problème d'ingénierie, identifier la faille, collecter les données, concevoir une solution, l'exécuter. 1. Le début de l'enquête. Cette nuit-là, je me suis consacré à des recherches sur les lois concernant les fiducies. J'ai découvert que lorsque quelqu'un crée une fiducie avec un objectif spécifique, dans mon cas l'éducation, les administrateurs, mes parents, ont des obligations légales appelées devoirs fiduciaires. Ils ne peuvent pas utiliser l'argent comme bon leur semble. Et s'ils le destinent à des fins non autorisées, cela est considéré comme un manquement aux devoirs fiduciaires, ce qui est poursuivable en justice. L'étape suivante consistait à obtenir des preuves, les documents de la fiducie, les relevés bancaires, les registres de retrait et de virement, tout ce qui pouvait prouver qu'ils avaient violé les termes. 2. Le dossier qui a tout changé. Le dimanche matin, pendant qu'ils étaient à la messe, parce qu'apparemment voler son propre fils n'empêche pas de se croire un bon chrétien, je suis entré dans le bureau de mon père. Un ordre parfait.
classeurs, dossiers de couleurs, étiquettes alphabétiques. Son obsession de l'ordre allait devenir sa pire erreur. J'ai trouvé le dossier intitulé L'héritage honoré. À l'intérieur se trouvait le document original de la fiducie. Elle avait été créée en 1998 avec 46 000 € pour chaque petit enfant, investi avec un risque modéré jusqu'à ce que chacun atteigne 18 ans. Les termes étaient parfaitement clairs. L'argent devait être utilisé exclusivement pour l'éducation post-baccalauréat, incluant les frais de scolarité, les livres, les frais annexes et les dépenses raisonnables, tant que le bénéficiaire était inscrit dans un établissement accrédité. Exclusivement l'éducation. Rien sur les mariages, rien sur les apports pour des appartements. J'ai photographié chaque page, puis j'ai trouvé les relevés bancaires de la fiducie. Les retraits y figuraient, des sommes énormes qui coïncidaient exactement avec la planification du mariage de Marianne. Et un an plus tard, la même chose pour le mariage de Camille. J'ai constitué une chronologie détaillée avec les dates, les montants et la correspondance avec des publications sur les réseaux sociaux concernant leurs achats d'appartements. Ensuite, j'ai vérifié les fiducies de mes sœurs. Même schéma. Ils avaient vidé leur fiducie puis leur offraient l'argent comme une aide financière. Fondamentalement, un recyclage d'argent familial pour cacher ce qu'ils faisaient. Mais il y avait quelque chose de plus grave. Mes sœurs étaient adultes lors de ces mouvements. Elles auraient pu s'y opposer, dénoncer ou arrêter les transferts. Elles ne l'ont pas fait. Elles y ont participé. Cela les rendait complices. 3. L'étape suivante. J'avais maintenant les termes clairs de la fiducie. La preuve d'une utilisation abusive, les dates et montants exacts. La confirmation que les administrateurs avaient violé la finalité de la fiducie. Mes parents m'avaient eux-mêmes tout livré en supposant que je ne les confronterais jamais. Le lundi matin, j'ai appelé 5 cabinets d'avocats spécialisés dans les litiges de fiducie. J'ai programmé des consultations pour la semaine même et j'ai utilisé une partie de mes économies pour payer les premières réunions. Le plan était déjà en marche. Quand j'ai finalement décidé de chercher une aide juridique, cela faisait des semaines que j'avais l'impression d'être au bord d'un abîme. Ce n'était pas seulement la question de l'argent, mais le sentiment d'avoir été utilisé pendant des années sans que personne dans ma famille ne reconnaisse le préjudice. Entrer dans le bureau de Maître Salinger a été, en ce sens, un tournant. Il avait une 50aine d'années, des cheveux gris bien coiffés, un costume parfaitement ajusté, et son bureau dégageait une atmosphère qui disait sans mots, ici, on n'improvise pas. Pourtant, juste avant de m'asseoir en face de lui, je me suis demandé si un avocat de ce calibre prendrait même ma situation au sérieux. Je lui ai remis un dossier organisé avec tout ce que j'avais réussi à rassembler, copie de la fiducie originale, relevé de compte, date de retrait, transcription de mouvements bancaires, courriel et une chronologie que j'avais mis des jours à structurer. Il a commencé à examiner chaque document avec un niveau de concentration qui m'a impressionné. Il ne semblait pas surpris, mais analytique. Il est resté silencieux pendant environ 10 minutes qui m'ont paru une éternité. J'étais prêt à ce qu'il me dise qu'il n'y avait rien à faire ou que la loi ne serait pas de mon côté, mais non. Après avoir parcouru le dernier document, il s'est adossé à son fauteuil, a croisé les mains et m'a regardé droit dans les yeux, comme pour annoncer un verdict préliminaire. Ceci est tout à fait poursuivable, a-t-il dit avec une assurance qui ne laissait aucune place au doute. Je suis resté sans voix un instant, puis j'ai finalement lâché, poursuivable ? Comment ? Sur quel fondement ? Il n'a pas hésité. Vos parents ont manqué à leurs obligations fiduciaires. La fiducie spécifie que les fonds devaient être utilisés exclusivement pour votre éducation, frais universitaires, cours, matériel académique, tout ce qui est lié à votre formation. Allouer cet argent au mariage de Marianne et Camille constitue une violation directe. Cela nous donne le droit d'exiger la restitution du montant total qui aurait dû se trouver dans votre fiducie. Plus des dommages et intérêts supplémentaires. J'ai dû reprendre mon souffle. Combien cela représenterait-il ? Il a sorti une calculatrice, a commencé à entrer des données et m'a expliqué pas à pas. Dépôt initial, 46 000 € en 1998. Si nous projetons une croissance conservatrice sur 18 ans, nous parlons d'un total approximatif de 130 000 €. Mais quand vous avez atteint la majorité, il ne restait que 7 800 € disponibles. Cela représente un préjudice direct d'environ 123 000 €. J'ai serré la mâchoire. Entendre le chiffre calculé de manière professionnelle avait un autre poids.
Ils l'ont utilisé comme si c'était de l'argent de poche, ai-je murmuré. Exactement, a-t-il répondu. Et si nous prouvons qu'ils l'ont fait en connaissance de cause, nous pourrions même réclamer des dommages et intérêts plus conséquents. La pensée suivante m'est venue immédiatement. Et mes sœurs? Elles ont été les bénéficiaires directs. Peuvent-elles être incluses? Oui. Si nous prouvons qu'elles connaissaient l'origine des fonds ou qu'elles ont accepté l'argent tout en sachant qu'il ne leur revenait pas, elles peuvent être nommées comme défenderesses secondaires. Dans de tels cas, elles sont tenues pour responsables d'enrichissement sans cause. Je n'ai pas hésité. Alors, incluez-les. Elle le savait. L'avocat m'a analysé pendant quelques secondes, comme pour évaluer si j'étais conscient de ce que cela impliquait. Ce sera un processus difficile. Les poursuites familiales laissent toujours des cicatrices. Inclure des frères et sœurs ajoute une couche de conflit supplémentaire. C'est la voie la plus agressive qui soit. Je le sais, et c'est ce que je veux. Pendant l'heure qui a suivi, nous avons examiné le plan d'action, rédigé l'assignation, la signifié à mes parents et mes sœurs, demandé tous les documents financiers via la procédure de communication des pièces, préparé des dépositions sous serment et, en l'absence d'accord, aller au procès. Maître Salinger m'a expliqué clairement que la plupart de ces affaires n'allaient pas jusqu'au procès, car lorsque l'autre partie se sentait acculée, elle préférait éviter l'exposition publique. Si cela va au procès, m'a-t-il assuré, nous gagnons. Les preuves sont accablantes. La vraie question est de savoir si vos parents sont prêts à risquer que tout soit enregistré publiquement au tribunal. Je suis sorti de son bureau avec un mélange de rage, de soulagement et d'une clarté que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Je l'ai engagé sur le champ et j'ai payé les 4 600 € d'avance sans regarder en arrière. C'était un investissement dans ma dignité. Maître Salinger a agi avec une rapidité qui m'a surpris. 2 semaines plus tard, l'assignation était rédigée et prête à être signifiée. Dans le document, Henri et Pauline figuraient comme défendeurs principaux pour manquement à l'obligation fiduciaire, tandis que Marianne et Camille étaient désignées comme défenderesses secondaires pour enrichissement sans cause. La signification fut presque un spectacle. D'après ce que m'a raconté l'avocat, l'huissier de justice le lui avait relaté avec force détail. Mon père a ouvert la porte, a vu l'enveloppe et a explosé. C'est une blague, a-t-il crié si fort que plusieurs voisins sont sortis pour voir. Moi, pendant ce temps, j'étais au travail, exactement comme je l'avais prévu. Je ne voulais pas les affronter à ce premier moment. Je savais que la réaction serait explosive. À 15 heures, mon téléphone a commencé à vibrer comme s'il était devenu fou. Appel manqué de tout le monde, Pauline, Henri, Marianne, Camille. Puis les messages. Pauline, Mathieu, nous devons parler maintenant. Ça va détruire la famille. Henri, c'est inutile. Appel. On peut arranger ça. Marianne, tu es fou? Tu nous poursuis pour un mariage? Qu'est-ce qui te prend? Camille, je n'aurais jamais imaginé que tu serais capable d'une chose pareille. Tu es en train de tout gâcher. 0 réponse de ma part. Maître Salinger avait été catégorique, ne réponds pas, ne discute pas, n'explique rien. Tout passe par les avocats. Je lui ai transféré chaque message sans rien modifier. Il m'a répondu presque instantanément, excellent. Ils sont désespérés. Cela signifie qu'ils savent exactement ce qu'ils ont fait et qu'ils n'ont aucun moyen de le justifier. Les semaines suivantes furent une incroyable leçon sur la façon dont les gens commencent à craquer lorsqu'ils découvrent que leurs décisions ne peuvent plus être cachées sous le tapis. Mes parents ont engagé un avocat qu'Henri connaissait par son travail. Un avocat généraliste sans aucune expérience des litiges de fiducie. Dès le premier document qu'il a présenté, il était clair qu'il n'était pas préparé. Sa défense consistait essentiellement à dire que j'étais rancunier et que tout devait être résolu en privé, en famille, arguant que l'argent avait été utilisé pour le soutien familial. Maître Salinger a détruit cette défense dans sa réponse formelle. Il a cité la jurisprudence, a expliqué que la fiducie ne mentionnait nulle part le terme soutien familial et que les termes étaient explicites, uniquement l'éducation, rien d'autre. Puis vint la procédure de communication des pièces. Ce fut l'équivalent juridique d'allumer toutes les lumières dans une pièce où l'on cache des choses sous le lit depuis des années. Mon avocat a demandé les relevés de compte complets de la fiducie, les registres de virement, les communications entre mes parents et mes sœurs, les reçus de paiement des mariages et de l'apport immobilier, toute conversation liée à l'utilisation de mes fonds.
Mes parents ont tenté de tout bloquer en invoquant une violation de leur vie privée. La juge Rivière a ordonné qu'ils remettent absolument tout sous 30 jours. Et c'est là que le plus dévastateur est sorti. Des messages de mes sœurs confirmant qu'elles savaient perfectement d'où venait l'argent. Message de Marianne à Pauline, le traiteur a besoin du paiement final cette semaine. Peux-tu prendre l'argent de la fiducie de Mathieu? Il a 15 ans, il ne s'en rendra pas compte. Message de Camille, l'apport de l'appartement est de 18 500 €. On peut utiliser une partie de la fiducie de Mathieu? Je le lui rendrai un jour. Ce d'un jour n'est jamais arrivé, et les preuves continuaient de s'accumuler. Avec le temps, tout a commencé à prendre sens. Les messages récupérés pendant la procédure légale étaient perfectly datés et prouvaient, sans l'ombre d'un doute, que mes parents et mes sœurs savaient qu'ils utilisaient mon argent pas des fonds familiaux partagés, mais mon patrimoine individuel. Et ils le faisaient avec une tranquillité absolue, convaincus que, étant le plus jeune, je ne m'en rendrais jamais compte et n'aurais pas le courage de réagir. Maître Salinger, mon avocat, a presque jubilé lorsque ces messages sont apparus lors de la phase de communication des pièces. C'est excellent, a-t-il dit. Nous avons ici la connaissance, l'intention et la preuve directe qu'ils savaient exactement ce qu'ils prenaient. Vos sœurs nous ont littéralement livré l'affaire sur un plateau. Les dépositions sous serment furent fixées pour octobre. Mes parents ont dû s'asseoir dans une salle face à Maître Salinger et à une sténographe judiciaire et répondre à chaque question sans possibilité de mentir, car cela aurait constitué un parjure. En recevant les transcriptions, j'ai pu voir clairement comment ils tentaient de justifier l'injustifiable. Mon père a passé près de 3 heures à essayer d'expliquer pourquoi il avait utilisé ma fiducie d'études, affirmant qu'il avait toujours eu l'intention de la reconstituer avant mes 18 ans. Mais lorsque Maître Salinger lui a demandé de détailler ses dépenses imprévues qui étaient censées s'être interposées, il n'a pu mentionner rien de concret. Il n'a donné que de vagues excuses sur les conditions du marché et des problèmes de liquidité. La déposition de ma mère fut encore pire. Elle a pleuré practically du début à la fin, insistant sur le fait que je détruisais la famille pour de l'argent et qu'elle était sûre que, lorsque je serais plus âgé, je comprendrais. Maître Salinger lui a demandé si elle savait clairement que la fiducie était destinée exclusivement à l'éducation. Elle a répondu que oui. Il l'a ensuite interrogée sur la raison pour laquelle elle avait violé ces termes, et elle a répondu qu'elle ne pensait pas que Mathieu serait contrarié d'aider ses sœurs. Elle ne pensait pas que je serais contrarié. Après avoir utilisé 123 000 € de ma fiducie d'études. Les dépositions de mes sœurs furent un spectacle. Marianne a voulu jouer la victime, assurant qu'elle n'avait jamais su d'où venait l'argent et qu'elle pensait que mes parents étaient simplement généreux. Mais Maître Salinger lui a montré les messages où elle demandait explicitement de prendre l'argent de ma fiducie. Dès qu'elle a vu la preuve, elle est devenue blême et n'a répondu que je ne me souviens pas à presque toutes les questions suivantes. Camille, d'un autre côté, fut totalement provocante. Elle a affirmé que cet argent était le patrimoine familial et que nous devions tous contribuer aux événements importants comme les mariages. Lorsque Maître Salinger lui a lu les termes légaux de la fiducie, elle a dit que c'était des règles démodées et qu'Honoré, notre grand-père, aurait voulu que l'argent soit utilisé pour soutenir la famille. L'avocat lui a demandé des preuves qu'il aurait voulu utiliser des fonds éducatifs pour des fêtes, et elle n'en avait aucune. Puis on lui a demandé si elle avait un jour pensé à rembourser l'argent qu'elle savait provenir de ma fiducie. Elle a répondu qu'elle avait l'intention de le faire, éventuellement. Encore ce maudit éventuellement. En décembre, l'avocat de mes parents faisait déjà pression pour entamer des négociations en vue d'un accord. Il ne pouvait pas gagner au procès. Les preuves étaient écrasantes, les règles de la fiducie étaient très claires et les messages de mes sœurs prouvaient l'utilisation consciente de l'argent. Porteur, l'affaire en justice impliquerait que tout devienne public, avec le risque d'apparaître dans les nouvelles étant donné le montant en jeu, en plus d'une condamnation certaine contre eux. Lors d'une réunion, Maître Salinger m'a expliqué la proposition. Ils veulent rembourser les 123 000 € en totalité sur une période de 5 ans, avec un intérêt. Ils envisagent d'hypothéquer la maison pour couvrir la compte, puis de faire des paiements mensuels. Vos sœurs demandent à être exemptées du processus. Vos parents assumeraient toute la responsabilité. J'ai immédiatement refusé. Non. Elles savaient perfectement ce qu'elles faisaient. Elles ont participé et en ont bénéficié. Elles restent dans l'affaire. L'avocat a hoché la tête comme s'il s'y attendait. L'alternative est d'aller au procès. Le plus probable, c'est que nous gagnons. Vous obtiendrez un jugement exécutoire contre tous,
bien que cela puisse prendre plus de temps et dépendre de leurs actifs. Quant à vos sœurs, nous pourrions poursuivre leur part correspondante. Délais approximatifs, ai-je demandé. Au printemps, probablement en mars ou avril. Si nous gagnons, et nous gagnerons, le jugement inclura le montant total plus les frais de justice et d'éventuels dommages et intérêts. Cela pourrait atteindre plus de 185 000 €. À ce stade, l'argent n'était plus le cœur du problème. J'ai cessé de le voir comme une question économique dès l'instant où j'ai lu les messages où mes sœurs se moquaient de dépenser ma fiducie. Ce que je voulais, c'était qu'elles fassent face à de réelles conséquences, qu'elles comprennent qu'on ne peut pas voler et espérer s'en sortir indemne simplement parce que la victime fait partie de votre famille. On va au procès, ai-je dit. Vous êtes sûr? L'accord vous garantit de récupérer l'argent plus tôt. Je suis sûr. Je veux les voir expliquer devant une juge pourquoi ils ont pensé qu'ils pouvaient voler mon éducation. Maître Salinger a souri. Parfait. Alors préparons-nous pour la bataille. Le procès fut fixé pour mars. Les deux parties ont présenté des requêtes préliminaires. Mes parents ont tenté un dernier recours désespéré, une requête en irrecevabilité, alléguant que le délai de prescription légale avait expiré. La juge Rivière a complètement rejeté leur argument. Le délai ne commençait pas à courir à mes 18 ans, mais au moment où j'ai découvert l'utilisation abusive. Et je n'ai connu l'ampleur du vol que le jour de mon anniversaire. Pendant ce temps, ma vie continuait d'avancer. J'ai utilisé mes propres économies, environ 11 000 €, et les 7 800 restants de la fiducie pour m'inscrire à un programme de 3 ans en génie mécanique dans un IUT. Bien que je vive encore officially à la maison, je ne parlais practically plus à ma famille. En janvier, j'ai emménagé dans la chambre d'amis d'un ami, payant 370 € par mois. Mes parents ont tenté d'utiliser ce fait contre moi pendant le processus, disant que j'avais abandonné la famille et que j'agissais par vengeance. Maître Salinger les a immédiatement arrêtés. J'étais adulte, j'avais le droit de vivre où je voulais et, considérant qu'ils m'avaient volé ma fiducie d'études, déménager était plus que raisonnable. Pour subvenir à mes besoins, je travaillais de nuit à temps plein dans un magasin de pièces automobiles et les week-ends dans un garage mécanique. Entre les deux emplois et ma charge académique complète, j'accumulais près de 60 heures par semaine. C'était épuisant, mais nécessaire. De plus, rester occupé m'empêchait de sombrer en pensant que je poursuivais en justice toute ma famille directe. À l'approche du procès, ma famille élargie a commencé à se diviser en deux camps. Mes grands-parents maternels m'ont appelé en février pour me demander d'abandonner la plainte car je détruisais la famille. Ils ont offert de servir de médiateur, d'organiser une réunion, de chercher une issue. Je leur ai demandé s'ils étaient prêts à contribuer aux 123 000 € que mes parents m'avaient pris. Ils ont dit que c'était différent. Je leur ai répondu qu'alors, il n'y avait rien à discuter. Ils n'ont jamais rappelé. La sœur de mon père, ma tante Véronique, a été la seule à me soutenir depuis le début. Elle n'avait jamais été d'accord avec la façon dont mes parents gâtaient mes sœurs et elle avait toujours été proche d'Honoré, mon grand-père. Quand elle a appris ce qui s'était passé, elle m'a appelé pour me dire qu'elle était désolée, que mon grand-père serait indigné et que je faisais ce qu'il fallait. Ton grand-père a créé ses fiducies dans un but précis, m'a-t-elle dit. Il voulait que vous ayez des opportunités qu'il n'a jamais pu avoir. Tes parents ont ignoré sa volonté et t'ont volé. Ne laisse personne te faire sentir coupable d'exiger justice. Cet appel a signifié plus que ce qu'elle peut imaginer. Le procès a commencé le 12 mars. Il était prévu pour 3 jours, bien que Maître Salinger pensait que nous finirions en 2. Comme il s'agissait d'un procès civil, il n'y avait pas de jury. Seulement la juge Rivière, une femme sérieuse d'une 60aine d'années, avec 2 décennies d'expérience et la réputation de ne tolérer ni excuses ni détours. Le procès a commencé avec un mélange d'anxiété, de fatigue accumulée et le sentiment que j'étais finalement sur le point de découvrir si tous ces mois de préparation en valaient la peine. Très tôt, la salle était pleine, mes parents assis ensemble, mes sœurs au 2e rang avec une expression tendue, et moi aux côtés de Maître Salinger, qui semblait aussi calme que d'habitude. Sa tranquillité contrastait avec le tremblement de mes mains, que j'essayais de dissimuler. Jour 1. Le premier jour a débuté avec les déclarations liminaires. Maître Salinger a exposé la situation avec une précision chirurgicale. Il a parlé clairement, sans hésitation, comme quelqu'un qui avait disséqué chaque document, chaque message et chaque compte bancaire. Il a expliqué les termes exacts de la fiducie,
soulignant qu'elle était exclusivement destinée à mon éducation post-baccalauréat et à des dépenses académiques directes. Puis il a présenté les relevés bancaires, les uns après les autres, avec des retraits non seulement importants, mais qui coïncidaient parfaitement avec les préparatifs et les paiements des mariages de Marianne et Camille. Il était impossible d'ignorer le schéma. Chaque retrait était comme une brique formant un mur de preuves. L'avocat de mes parents a tenté de soutenir que l'intention de la fiducie pouvait être interprétée de manière plus large, assurant que l'expression éducation post-baccalauréat pouvait inclure une éducation à la vie ou un soutien familial dans les moments clés. Mais avant qu'il ne puisse terminer, la juge Rivière l'a interrompu. Insinuez-vous qu'un mariage est qualifié d'éducation post-baccalauréat, a-t-elle demandé d'une voix mêlant surprise et exaspération. Il a tenté de faire marche arrière, ravalant ses propres mots. On a senti la tension monter dans la salle, comme si tout le monde comprenait que cet argument était mort-né. Quand mon tour est venu de témoigner, mon cœur battait la chamade. Maître Salinger m'avait préparé pendant des semaines sur la façon de répondre, de gérer la tension, d'éviter de réagir émotionnellement. Il m'a rappelé que les faits étaient de mon côté et que je ne devais pas permettre aux provocations de l'avocat adverse de me déstabiliser. J'ai raconté comment j'avais découvert la disparition de l'argent, comment mes projets académiques, pour lesquels j'avais travaillé depuis le lycée, avaient été détruits en apprenant que la fiducie avait pratiquement disparu. J'ai expliqué comment j'avais dû changer d'université, réduire le nombre de cours, chercher des emplois secondaires, réorganiser complètement ma vie tout en voyant ma famille célébrer des mariages payés avec l'argent destiné à mon avenir. Lors du contre-interrogatoire, l'avocat de mes parents m'a posé des questions conçues pour me faire exploser émotionnellement. Le faites-vous pour l'argent, ou est-ce juste une tentative de punir votre famille? J'ai pris une grande inspiration. Je le fais parce qu'ils ont volé ce qui était à moi, ai-je répondu. Et je réclame ce que la loi a établi depuis que j'étais mineur. Comprenez-vous que les familles doivent parfois prendre des décisions difficiles? Une décision difficile n'est pas de voler, ai-je dit fermement. Un vol est un vol. L'avocat est resté sans voix un instant. Jour 2. Le deuxième jour fut encore plus tendu. Voir Henri monter à la barre a provoqué en moi un mélange de rage et de tristesse. Il a essayé de donner l'image d'un père dépassé, quelqu'un qui a dû faire des sacrifices pour le bien-être de tous ses enfants. Mais Maître Salinger a démantelé cette façade dès qu'il a montré les relevés financiers. Il y avait les locations de voitures de luxe, l'adhésion au club privé, les voyages coûteux et une longue liste de dépenses ridicules qui ne correspondaient pas à l'image d'un père en difficulté. Si la situation était si grave, a demandé Maître Salinger, comment justifiez-vous de dépenser 2000 € par mois en dépenses qui sont clairement de luxe? Henri n'a pas pu répondre, il a seulement balbutié des phrases sur le maintien d'une image professionnelle et des opportunités d'affaires. Puis ce fut le tour de Pauline. Elle est entrée en pleurant, ce qui a provoqué des murmures dans la salle. Elle a dit qu'elle n'avait jamais voulu me nuire, qu'elle ne pensait qu'au meilleur pour la famille et qu'elle avait fait confiance à Marianne et Camille lorsqu'elle lui avait expliqué leurs besoins pour leur mariage. Maître Salinger a montré les messages où Marianne demandait littéralement d'utiliser la fiducie de Mathieu. Madame Pauline, a-t-il demandé, pourquoi avez-vous considéré que c'était le meilleur pour la famille et d'utiliser la fiducie d'études d'un fils pour payer le mariage d'un autre? Je pensais que c'était une redistribution des ressources, a-t-elle répondu. Mathieu a-t-il donné son consentement? Il était mineur, il n'avait pas à le donner. La fiducie stipule-t-elle que vous pouvez redistribuer les fonds sans son consentement? Elle est restée silencieuse. La fiducie autorise-t-elle l'utilisation de fonds éducatifs pour des mariages? Répondez par oui ou par non. Non, a-t-elle admis. Marianne et Camille, suivant les instructions de leur avocat, ont invoqué leur droit de garder le silence. Dans un procès pénal, cela peut sembler stratégique, mais dans un procès civil, cela ne fait qu'amener tout le monde à supposer le pire. La juge Rivière l'a même souligné, vos clientes invoquent leur droit au silence pour une procédure de fiducie. Oui, votre honneur. La juge a simplement pris note avec une expression qui criait practically, cela ne les aide pas. Jour 3. Maître Salinger a conclu avec force. Il a expliqué comment les termes de la fiducie avaient été délibérément ignorés, comment mes opportunités académiques avaient été compromises et comment tout ce qu'ils avaient fait avait une intention claire, bénéficier à mes sœurs au détriment de mon avenir. L'avocat de mes parents a fait appel au sentimentalisme, famille, union, mais il était trop tard. La juge Rivière a annoncé qu'elle rendrait son jugement dans 2 semaines. Ces 2 semaines furent une torture émotionnelle. Je dormais peu,
je vérifiais mon téléphone compulsivement, j'essayais de suivre mes cours et mes heures de travail sans perdre la tête. Un jeudi après-midi, entre un cours et un service, j'ai reçu l'appel de maître Salinger. Nous avons gagné, a-t-il dit avec un calme qui contrastait avec l'explosion que j'ai ressentie à l'intérieur. La juge a accordé le jugement complet, 123 000 € en dommages réels, 40 000 en dommages et intérêts et 27 000 pour les frais de justice et d'avocat. Le total s'élève à 190 000 €. J'ai dû m'arrêter sur le bord de la route. Mes mains tremblaient. C'était la justice, c'était la réparation, c'était tout ce que j'avais espéré. Vos sœurs doivent payer solidairement 82 000 €, a-t-il poursuivi. Vos parents doivent couvrir le reste plus les sanctions. Ils ont 60 jours. Sinon, nous commençons la saisie sur salaire, les retenues, les hypothèques, les saisies. Ça va faire mal. J'ai regardé dans le vide, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit « Excellent ». C'était l'objectif. Le jugement a détruit la stabilité économique de ma famille. Henri et Pauline ont déposé un dossier de surendettement. La commission a pris en charge leurs biens, et moi, en tant que créancier principal, je me suis retrouvé en tête de liste. La maison a été mise en vente en un mois. Ils ont remboursé le crédit, ont payé mes 190 000 € et se sont retrouvés avec un déficit de 20 000 €. Ils ont dû contracter un prêt personnel pour le couvrir. Ils ont fini par déménager dans un petit appartement ancien, dans un quartier qu'ils n'auraient jamais envisagé auparavant. La voiture de luxe d'Henri a été saisie. Le SUV que Pauline utilisait n'existait plus dans leur vie. Il conduisait maintenant une vieille voiture cabossée, qui tenait à peine la route. Marianne, de son côté, a tenté d'invoquer des difficultés financières extrêmes. La juge l'a practically foudroyée du regard. Vous avez un emploi, des biens et des actifs. Procédez à la liquidation, a-t-elle statué. Et ainsi, un par un, ils ont tous dû faire face aux conséquences de quelque chose qui n'aurait jamais dû se produire. Le jugement a été maintenu sans qu'il y ait de place pour des appels vides de sens. Camille a tenté de se défendre, assurant qu'elle n'avait jamais su que l'argent provenait spécifiquement de ma fiducie et que, par conséquent, elle ne devait pas être tenue pour responsable. Maître Salinger, imperturbable, a de nouveau présenté les messages textes qui avaient été révélés lors de la phase de communication des pièces. La question y était écrite en toutes lettres, pouvons-nous utiliser une partie de la fiducie de Mathieu, avec la date, l'heure et une preuve irréfutable. Cette stratégie s'est effondrée en quelques secondes. Finally, elles ont toutes les deux dû vendre leurs appartements. Marianne a réussi à réaliser un petit bénéfice sur le sien, Camille, en revanche, a à peine récupéré son investissement. Après avoir liquidé leurs biens, elles ont emménagé ensemble dans un appartement en location. J'ai appris par ma tante Véronique que leur cohabitation était un désastre, disputes quotidiennes, reproches croisés et une atmosphère où les accusations fusaient comme des pierres. La vie personnelle de Marianne s'effondrait également. Son mariage se détériorait rapidement. Son mari, Joseph, n'avait jamais été un homme riche. Il travaillait dans la vente, avait un revenu décent, mais rien d'extraordinaire. Quand Marianne lui a avoué qu'il devrait vendre l'appartement et qu'elle devait en plus couvrir 41 000 € du jugement, il a explosé. Ils avaient des projets d'agrandissement, d'achat d'une maison plus grande et de fonder une famille. Soudain, ses rêves se sont transformés en années de dettes et de restrictions. 4 mois après le verdict, Joseph a entamé la procédure de divorce. Il a allégué que Marianne lui avait caché sa situation financière avant le mariage et qu'il se sentait profondément trompé. L'histoire de Camille fut encore plus foudroyante. Elle était fiancée à Benoît, qui planifiait déjà un mariage exagérément coûteux. Cela semblait être un schéma récurrent dans ma famille. Quand il a découvert que Camille traînait une dette de 41 000 € pour un procès lié aux dépenses de son mariage, il a annulé les fiançailles sans hésiter. Il a dit qu'il ne pouvait pas s'unir par le mariage avec quelqu'un qui arrivait avec un tel fardeau économique et illégal. Mes parents ont aussi tenté de me contacter après la conclusion du processus. Henri m'a envoyé un long courriel. Ils avaient encore mon adresse car elle figurait sur d'anciennes listes familiales. Le message était rempli d'accusations, j'avais détruit la famille, il espérait que j'étais fier de les avoir blessés, j'avais choisi l'argent plutôt que les liens affectifs. J'ai répondu par une seule phrase, vous avez choisi l'argent plutôt que notre relation quand vous vous êtes approprié ma fiducie. J'ai seulement choisi de le récupérer. Après cela, j'ai bloqué leurs adresses e-mail. Cette année-là,
ma tante Véronique m'a invité à passer la Toussaint avec elle. Elle m'a dit qu'elle comprendrait si je préférais ne pas venir, mais que ses enfants étaient ravis de me voir. J'ai accepté. J'ai passé la journée entouré de gens qui m'aimaient vraiment, mes cousins plus jeunes que moi me traitant comme le grand cousin cool. Repas fait maison, conversation normale, match à la télévision, une célébration familiale authentique, sans tromperie, sans vol déguisé en sacrifice. J'ai su plus tard que mes parents avaient passé la fête seuls dans leur appartement. Mes sœurs sont allées dans les familles de leurs conjoints respectifs. Aucune ne voulait affronter le ressentiment de mes parents. J'ai terminé ma formation technique de 3 ans. J'ai obtenu un emploi de technicien en ingénierie dans une entreprise de fabrication et j'ai commencé à suivre des cours du soir pour obtenir mon diplôme d'ingénieur, payant chaque matière sans m'endetter. À ce moment-là, le jugement de 190 000 € était pratiquement couvert grâce à la vente de la maison et à la liquidation d'autres actifs. J'ai même pu m'offrir un plaisir que je n'avais jamais eu enfant, prendre des vacances. Je suis allé dans les Alpes. J'ai passé une semaine à parcourir des sentiers, à camper, à rencontrer des gens et à contempler d'immenses montagnes. J'ai aussi souffert du mal des montagnes et j'ai fini par être malade à 3300 mètres d'altitude, mais ce fut quand même une expérience mémorable. Avec le temps, j'ai appris qu'Henri cumulait 2 emplois pour pouvoir rembourser son prêt personnel et reconstruire son historique de crédit. Pauline, de son côté, avait été licenciée de l'agence immobilière où elle travaillait. Il n'est pas facile de vendre des propriétés de luxe quand tout le monde sait que vous êtes en faillite et que vous faites face à des poursuites familiales. Elle ne travaillait plus que quelques heures par semaine dans un commerce de détail. Marianne s'est remariée avec un homme rencontré sur Internet et ils ont déménagé loin. Nous n'avons aucun contact. Camille est retournée vivre temporairement chez mes parents, mais a ensuite trouvé une colocation. Nous n'avons pas de communication non plus. De temps en temps, quand je le demande, ma tante Véronique me donne des nouvelles. Vers Noël, elle m'a raconté, ta mère a appelé en pleurant le mois dernier. Elle a dit qu'elle n'arrivait pas à croire que son propre fils ait ruiné leur vie pour de l'argent. J'ai répété ces mots, pour de l'argent. C'est comme ça qu'elle l'interprète, m'a expliqué ma tante. L'alternative serait d'accepter qu'elle a sacrifié l'avenir de son fils pour des photos sur les réseaux sociaux et des toasts élégants, et ça lui serait insupportable. Elle avait raison. Mes parents ne pouvaient pas reconnaître la vérité, qu'ils avaient choisi l'apparence de succès de leur fille plutôt que mon éducation, qu'ils avaient priorisé des luxes momentanés sur mon avenir, qu'ils avaient ignoré les instructions claires d'Honoré, leur propre père, qui avait créé les fonds pour assurer que tous ses petits-enfants aient accès à des études universitaires. Ils préféraient croire que j'étais froid, vengeur, obsédé par l'argent, tout ce qu'il fallait pour ne pas affronter ce qu'ils avaient réellement fait. Pendant qu'ils s'accrochaient à ce récit, je reconstruisais la vie qu'ils avaient tenté de m'arracher. J'avais un bon emploi, j'avançais dans mes études, je n'avais pas de dettes, j'avais réussi à épargner, je rencontrais de nouvelles personnes et j'apprenais à faire confiance à nouveau. J'ai même commencé à sortir avec quelqu'un que j'ai rencontré dans un groupe de randonnée, une vie normale en train de se construire. La fiducie devait me donner un coup de pouce initial. Mes parents l'ont transformé en un retard de près de 10 ans, mais même avec ce détour forcé, j'ai réussi à arriver là où je voulais, seulement avec plus d'efforts et une action en justice de plus. Parfois, les gens me demandent si je regrette de les avoir poursuivis, si ça valait la peine de perdre ma famille pour de l'argent. Mais c'est une question mal posée. Je n'ai pas perdu ma famille en les poursuivant. Je les ai perdus quand ils ont décidé de me voler, d'en rire dans des messages textés et de s'attendre à ce que je souris en disant que tout allait bien. Le procès n'a fait que formaliser la distance qu'ils avaient eux-mêmes créée. Mon grand-père, Honoré, a établi ces fonds parce qu'il comprenait quelque chose que mes parents n'ont jamais compris, que l'éducation n'était pas un luxe ni une simple formalité, mais un outil qui pouvait ouvrir des portes tout au long de la vie. Pour lui, soutenir nos études était une façon de s'assurer que ses petits-enfants auraient un chemin plus stable que celui qu'il avait eu. Cependant, mes parents ont interprété cette responsabilité comme une opportunité de nourrir les apparences et de satisfaire des caprices momentanés. Tandis qu'ils s'accrochaient à cette version commode, j'ai décidé de me concentrer sur ce que je pouvais construire. La poursuite n'a pas seulement récupéré ce qui m'appartenait, elle a aussi mis un point final à un cycle de manipulation déguisée en affection. À partir de ce moment, j'ai commencé à avancer avec une clarté que je ne me souvenais pas d'avoir eue auparavant. J'ai travaillé, étudié, épargné et appris à bâtir mes propres fondations sans attendre de reconnaissance ni d'excuses. Avec le temps, j'ai compris quelque chose.
Il ne s'agissait pas de l'argent, ni de la fiducie en soi, ni même du sacrifice que mes parents prétendaient avoir fait. Le vrai préjudice fut leur décision consciente de sacrifier mon avenir pour le confort de mes sœurs, comme si j'étais une ressource de plus sur la liste des dépenses familiales. Ce qu'ils ont fait n'était pas une erreur impulsive, c'était un choix répété, discuté et justifié en privé, comme les messages textes l'ont démontré. Et bien que les conséquences de cette décision aient fini par les rattraper, la perte de leur maison, de leur réputation et même la distance inévitable avec leurs propres enfants, cela fut le résultat direct de leurs actions, pas de ma plainte. J'ai seulement empêché que cela reste enterré, comme tant de fois dans notre famille. Parfois, les gens croient que couper les ponts est un acte de froideur, mais la vérité est plus simple. Parfois, la paix se trouve en cessant de soutenir ceux qui vous ont toujours laissé tomber. Je n'ai pas brûlé un pont. Ils l'ont perforé, endommagé et affaibli pendant des années jusqu'à ce qu'il finisse par s'effondrer sous son propre poids. Aujourd'hui, je continue de construire la vie qu'ils ont essayé de compromettre. Je termine mes études, je conserve un emploi stable, j'ai de réelles économies et j'apprends à créer des liens sains avec des personnes qui, elles, valorisent le respect. Peu à peu, je commence à sentir que l'avenir que mon grand-père voulait pour moi prend enfin forme, même si le chemin a été plus long qu'il ne l'imaginait. Ils ont eu leur célébration, leurs photographies et leurs moments de gloire superficielle. Moi, en revanche, j'ai obtenu quelque chose de beaucoup plus difficile à acquérir, la possibilité de recommencer à zéro, sans dépendre de personne. Et bien que l'histoire familiale ait été marquée par ce procès, la vérité est que j'ai récupéré quelque chose qui n'a pas de prix, mon autonomie. Si quelqu'un me demandait si je referais la même chose, la réponse serait simple. Non pas parce que je cherchais à me venger, mais parce qu'apprendre à protéger son propre avenir est aussi une façon d'honorer ceux qui ont vraiment cru en vous. Et dans mon cas, cette personne a toujours été honorée. Cette histoire vous a plu? Laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. D'autres histoires arrivent bientôt.